Personne ne vous prévient du moment précis où votre mariage s'effondre. Il n'y a pas de sirène, pas de gyrophare, pas d'ami inquiet qui vous prend à part pour vous dire « Attention, ta vie est sur le point de s'écraser un vendredi soir dans le salon de ta belle-mère pendant qu'une playlist de Charles Aznavour passe en fond sonore. » Le mien a pris fin à 21h47, un vendredi, dans le quartier d'Aîné à Lyon. Je connais l'heure exacte parce que je fixais le plafond, incapable de bouger mes jambes, quand Marc-Antoine Lefebvre s'est accroupi à côté de moi et a dit « Ne bouge pas mon vieux, j'ai appelé le SAMU, il est 21h47. » Je n'avais jamais échangé plus de 6 mots avec Marc-Antoine Lefebvre de toute ma vie, mais à cet instant, j'ai aimé cet homme comme un frère. Je m'appelle Julien Morel. J'ai 42 ans. Je travaille en génie civil au sein du groupe industriel Rhône-Alpes dans le sud de Lyon, et depuis 7 ans, je suis marié à une femme nommée Sandrine, dont la famille, les Vauquelin. C'est donné pour mission collective de me rappeler à chaque occasion possible que je ne suis pas assez bien pour elle. Je vous laisse un moment avec ce nom. Les Vauquelin. Oui, c'est bien leur vrai nom. Catherine Vauquelin, Benoît Vauquelin, Léa Vauquelin. J'ai longtemps pensé qu'une famille affublée d'un patronyme aussi pompeux développerait un certain sens de l'humour sur la condition humaine. Un peu d'humilité, un peu de grâce, une certaine conscience que la vie est absurde et que nous faisons tous de notre mieux. Ils n'ont développé aucune de ces qualités. Au lieu de cela, ils ont développé un talent extraordinaire pour mépriser les autres, ce qui, je suppose, est ce qui arrive quand on s'appelle Vauquelin et qu'on a désespérément besoin de n'importe quoi pour se sentir supérieur. Je ne suis pas psychologue. Je suis juste un ingénieur qui remarque les structures porteuses et leurs points de faiblesse. Le mépris n'était jamais flagrant. Les Vauquelin étaient trop raffinés pour cela, ou du moins ils le pensaient. C'était dans les silences, dans la façon dont Benoît, le frère de Sandrine, regardait mon vieux pick-up de chantier avant de détourner les yeux sans rien dire. Comme si le véhicule l'avait personnellement offensé. C'était la façon dont Catherine, leur mère, le centre névralgique émotionnel de la famille, me souriait avec tout son visage sauf ses yeux. C'était la façon dont Léa, dont c'était l'anniversaire, m'interrogeait sur mon travail avec ce ton particulier que les gens utilisent quand ils posent une question qu'ils trouvent déjà ennuyeuse. 7 ans de cela. 7 ans à être présent, à être cordial, à manger le bœuf bourguignon trop sec de Catherine en disant qu'il était délicieux, à regarder le rugby avec un homme qui m'avait bousculé lors d'un déjeuner de famille 18 mois plus tôt. Et qui avait ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. C'était la première fois. Benoît m'avait poussé par derrière alors que j'étais devant le barbecue. J'avais trébuché vers l'avant et j'avais failli poser la main sur la grille brûlante. Il a ri. Son copain d'école de commerce a ri. Sandrine était à l'intérieur et n'avait rien vu. Je n'avais rien dit ce jour-là. Je m'étais juste stabilisé, je m'étais retourné et je l'avais regardé. Noté, avais-je pensé. Noté et archivé. C'est la chose à propos de moi que Benoît n'a jamais comprise. Je suis ingénieur en structure. Je ne réagis pas aux problèmes de manière émotionnelle. Je les documente. J'évalue la capacité de charge. Je repère où se trouve la faille, puis j'attends les conditions idéales. J'attendais depuis un moment. J'avais aussi, environ 6 semaines avant la fête d'anniversaire de Léa, eu un entretien très calme et très productif de 2 heures avec un homme nommé Maître Thibaut Bertrand. Thibaut est avocat. Il a un cabinet rue de la République, un excellent café, et ce genre de regard patient que les avocats développent après avoir passé 20 ans à écouter des gens leur raconter des problèmes qui auraient pu être évités. Je lui ai parlé du déjeuner de famille, de l'hématome sur mon avant-bras que j'avais photographié, des 3 messages distincts que Benoît m'avait envoyés les mois suivants, chacun un peu plus agressif que le précédent. Je lui ai parlé de la fois d'avant, du coup de coude de Benoît, délibérément asséné pendant une partie de football improvisée à Noël. Je lui ai tout dit. Thibaut a pris des notes. Puis il m'a dit de continuer à documenter. C'est ce que j'ai fait. Je dois aussi vous parler de Vincent Girard. Vincent est mon meilleur ami depuis que nous avons 19 ans, quand nous partagions un appartement minable à la Guillotière. Vincent est maintenant capitaine de police à l'hôtel de police de Lyon. Il fait 1,88 m, il est imperturbable en toute situation, et possède une mémoire semblable à un classeur d'archives construit par Dieu en personne. Vincent m'avait envoyé un SMS cet après-midi-là, vers 16h30. J'ai toujours le message. Tu es sûr de vouloir y aller ce soir, si tu veux, je t'accompagne. Je lui ai répondu que ça irait, que c'était juste un anniversaire,
que j'étais un homme adulte capable de manger de la viande trop cuite et de faire la conversation pendant 3 heures sans incident. J'allais le regretter, mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. Nous sommes arrivés chez Catherine Vauquelin dans le 2e arrondissement à 19 heures pile. L'appartement était un magnifique haussmannien près de la place Bellecour, le genre d'endroit où les voisins se plaignent du bruit des talons sur le parquet et débattent des règlements de copropriété. Catherine y vivait depuis 20 ans et traitait les lieux comme un musée de sa propre importance. Il y avait environ 30 personnes. Sandrine s'est immédiatement fondue dans la famille comme du sucre dans de l'eau chaude, riant, embrassant, circulant de pièce en pièce. J'ai pris une bière, je me suis installé près du balcon, et je me suis préparé à subir. Benoît Vauquelin m'a trouvé en moins de 10 minutes. Évidemment. Julien. Il a prononcé mon nom comme on mentionne un petit désagrément, comme une contravention de stationnement. Benoît. J'ai adopté exactement la même énergie. C'était un grand gaillard, Benoît. Il avait joué au rugby à un bon niveau et ne laissait personne l'oublier. Il entraînait maintenant une équipe de jeunes et avait la personnalité de tous les entraîneurs de rugby frustrés que vous ayez jamais rencontrés. Bruyant, territorial, persuadé que sa capacité à intimider des adolescents le rendait redoutable dans le monde réel. Il se tenait à côté de moi, sirotant son verre, observant la fête comme s'il en était le propriétaire. « Tu as l'air tendu » a-t-il dit. « Je suis détendu. Tu as toujours l'air d'être en train de calculer quelque chose. » C'est parce que c'est le cas, ai-je pensé. Je profite juste de la soirée, Benoît. Il a eu un petit rire méprisant et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir. 3 heures plus tard, la soirée s'était installée dans ce rythme confortable de fin de fête, la musique était basse, les conversations s'entremêlaient, les gens se détendaient. Marc-Antoine Lefebvre, que j'avais compris être un ancien voisin de Catherine, sirotait un verre de rouge près de la bibliothèque avec le regard tranquille d'un homme qui avait appris depuis longtemps à observer plutôt qu'à participer. Je l'ai apprécié immédiatement et instinctivement, de la façon dont on aime les gens qui semblent vraiment prêter attention. Je ne savais pas encore à quel point Marc-Antoine Lefebvre allait devenir important. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Benoît résonner depuis l'intérieur, forte, théâtrale, faisant le spectacle pour la galerie. Il racontait une histoire, et la chute concernait ma petite sœur, Clara. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Je vous dirai seulement que c'était le genre de commentaire qu'un certain type d'homme fait sur un certain type de femme quand il pense être en sécurité et que personne qui s'en soucie n'écoute. Il se trompait. J'ai posé ma bière sur le rebord du balcon, je suis entré, calme, silencieux, comme l'eau est calme juste avant de franchir une cascade. Le petit groupe autour de Benoît laissait échapper ses rires gênés de ceux qui suivent le mouvement. Sandrine n'était pas dans la pièce. Léa y était, appuyée contre le mur avec son sourire suffisant de reine de la fête, regardant son frère faire son numéro. « Répète un peu ce que tu viens de dire », ai-je lancé. Les rires se sont arrêtés. Benoît s'est retourné, a souri. « Ah, le voilà. Julien, mon pote, j'étais juste en train de... Regarde-moi et répète ce que tu viens de dire. » La pièce est devenue silencieuse d'une manière très particulière, celle où l'on sent que quelque chose de réel est sur le point de se produire, pas un drame familial fabriqué, mais quelque chose avec une véritable gravité. Le sourire de Benoît n'a pas vacillé. Il était doué pour ça, la performance de l'homme imperturbable. « Détends-toi, mec. C'était une blague. Ce n'était pas drôle. Tu es en train de te ridiculiser, Julien. » Ah bon. Il a posé son verre, a fait craquer son cou, et je l'ai vu. La décision se formait derrière ses yeux. Benoît Vauquelin avait été l'homme le plus grand et le plus bruyant de chaque pièce qu'il avait occupée, et en cet instant, je le faisais paraître petit devant des gens qui comptaient pour lui. Il n'allait pas laisser passer ça. Il m'a tapé sur l'épaule, fort, et m'a dirigé vers la sortie. « Allez, viens dehors, on va se calmer. » Je me suis dirigé vers le grand balcon. Il m'a suivi. Je n'ai pas vu le coup venir. C'est ça le truc avec Benoît Vauquelin. Il n'était pas en colère. Il était délibéré. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une bousculade. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un jeu. C'était un plaquage à pleine force, les 2 bras, par derrière. Alors que je lui tournais le dos, j'ai percuté le parquet de ce balcon avec un angle dont j'apprendrai plus tard, de la part d'un médecin qui utilisera le mot impact 3 fois dans une même phrase en fixant un policier dans les yeux, qu'il n'était pas compatible avec une simple chute.
Ensuite, je n'ai plus pu bouger mes jambes. Ce n'est pas que mes jambes semblaient lourdes. Ce n'est pas qu'elles étaient instables. Je ne pouvais plus les bouger du tout. J'étais allongé là, sur le balcon de Catherine Vauquelin, fixant un lampadaire de rue au loin, et j'ai ressenti la terreur spécifique et clarifiante d'un homme qui ne sait pas s'il remarchera un jour. Sandrine est apparue au-dessus de moi. Je me souviens avoir pensé, ça y est, c'est le moment où elle me choisit. Cette pensée pleine d'espoir, stupide et persistante que 7 ans de mariage plantent en vous comme une mauvaise herbe que l'on ne peut jamais tout à fait arracher. Relève-toi, a-t-elle dit. Arrête de faire le bébé. Relève-toi. Je ne pouvais rien relever du tout. Je ne pouvais plus bouger. Léa est apparue derrière sa sœur. Oh mon Dieu, il fait exprès. Tu es en train de gâcher mon anniversaire, Julien. Sérieusement. Benoît se tenait au bord du balcon, les bras croisés, un sourire en coin. Pas inquiet. Pas coupable. Juste ce sourire narquois d'un homme qui pense qu'il va s'en sortir. Marc-Antoine Lefebvre s'est frayé un chemin à travers la petite foule qui s'était formée, s'est accroupi près de moi et a posé une main sur mon bras. Ne bouge pas, a-t-il dit calmement. J'ai appelé le 15. Il est 21h47. Ne bouge pas. Nathalie était l'infirmière chef de l'équipe de secours, la trentaine, pragmatique, le genre de personne qui entre dans le chaos et le réduit immédiatement. Elle m'a examiné avec une efficacité rodée, m'a demandé de serrer ses doigts, de pousser contre sa main avec mon pied. Je n'ai pu faire ni l'un ni l'autre. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Elle a écouté sans expression. Puis elle a regardé l'angle de mon corps sur le sol, a regardé où Benoît se tenait, et m'a regardé à nouveau. Elle a demandé un renfort de police, pas comme une formalité, pas comme un protocole. Elle a pris sa radio et a demandé des effectifs avec le ton particulier d'une personne qui a déjà une idée bien arrêtée sur ce qu'elle a sous les yeux. Alors qu'il s'apprêtait à me déplacer, Nathalie s'est penchée, assez près pour que moi seul puisse l'entendre. J'ai déjà vu ce genre de blessure, a-t-elle dit. Je vais rédiger mon rapport en conséquence. Je n'ai pas tout à fait compris ce que cela signifiait avant le lendemain matin, mais j'allais comprendre. Les plafonds d'hôpitaux sont tous les mêmes. Dalles acoustiques, néons fluorescents, la tache d'eau occasionnelle que personne n'explique jamais. J'ai passé beaucoup de temps à fixer le plafond de l'hôpital Édouard Herriot le samedi matin, à avoir ce genre de réflexion que l'on a quand son corps s'est tué et qu'il ne reste plus rien pour vous distraire de vous-même. Les résultats de l'IRM sont arrivés à 8h14. Le médecin de garde, un homme méticuleux nommé Dr Leclerc qui choisissait ses mots comme un horloger choisit ses outils, s'est assis à côté de mon lit et a exposé les faits. Compression sévère de la moelle épinière, atteinte nerveuse significative, 2 points d'impact qui, selon l'évaluation clinique du docteur Leclerc, étaient, et c'est là qu'il a regardé l'officier en uniforme qui se tenait près de la porte, incompatible avec une simple chute. Il a prononcé le mot impact 3 fois au cours de cette conversation. À chaque fois, il a croisé le regard du policier. Cela ne m'avait pas échappé. L'officier ne l'avait pas manqué non plus. Vincent Girard est arrivé dans ma chambre à 9h03. Il est arrivé avant Sandrine. Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Mon meilleur ami, que j'avais dû être convaincu d'appeler, est arrivé à l'hôpital avant ma femme depuis 7 ans. Vincent est entré avec 2 cafés et l'expression d'un homme qui a déjà lu les rapports de la nuit et qui choisit ses mots avec soin. Il m'a tendu un café, s'est assis, n'a rien dit pendant un moment. Marc-Antoine Lefebvre a fait une déposition complète, a-t-il dit enfin, détaillée, cohérente. Il se tenait à 2,50 m et avait une vue parfaitement dégagée. J'ai dit, c'est bien. Le rapport des pompiers et de l'infirmière signale que la blessure est incompatible avec une chute accidentelle. Elle me l'avait dit. Il m'a regardé. Benoît Vauquelin va être convoqué pour un interrogatoire aujourd'hui. Tu comprends ce que cela signifie. Ça signifie qu'il ne va plus sourire très longtemps. Vincent a failli sourire. Failli. Sandrine est arrivée à 9h31. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec Catherine et avec Léa, qui pensaient apparemment que la chambre d'hôpital de l'homme qu'elle avait accusé de gâcher son anniversaire était un endroit approprié où se trouver le lendemain matin. La famille Vauquelin n'a pas déçu. Sandrine m'a regardé avec l'expression d'une femme qui avait été briefée pendant le trajet, inquiète mais contenue, compatissante mais stratégique. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé.
Je ne sens plus mes jambes, Sandrine. Les médecins pensent que ça va s'améliorer, n'est-ce pas, que c'est temporaire. C'était là. Pas de je suis tellement désolé que ce soit arrivé. Pas de j'aurais dû te croire. Pas de je t'aime et j'ai peur. Juste un est-ce que ça va être gênant sur le long terme. Catherine se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, me regardant comme elle m'avait toujours regardé, comme si j'étais un problème que sa fille avait ramené à la maison et n'avait jamais correctement résolu. Léa était sur son téléphone. Nous devons discuter de la façon dont nous allons gérer cela, a dit Sandrine, en famille. Gérer quoi? Julien. Benoît n'a pas voulu. Sandrine, c'était une situation qui a dégénéré. Sandrine. Elle s'est arrêtée. J'aimerais vous présenter quelqu'un, ai-je dit. Vincent est sorti de la salle de bain. Il n'y était pas pour une raison particulière. Il attendait simplement. C'est un homme patient, Vincent Girard, et il a d'excellents instincts pour la mise en scène. Sa plaque était visible à sa ceinture. La température dans la pièce a chuté d'environ 15 degrés. Voici Vincent Girard, ai-je dit, capitaine de police à la sûreté urbaine. Il est au courant du dossier. Catherine a décroisé les bras. Léa a levé les yeux de son téléphone. L'expression soigneusement gérée de Sandrine s'est fissurée. Vincent a dit simplement, Madame Morel, Madame Vauquelin, Mademoiselle Vauquelin. Il a hoché la tête vers chacune d'elles tour à tour. Je vais devoir vous poser quelques questions à un moment donné aujourd'hui. Rien de grave pour l'instant. Je voulais juste me présenter. Personne dans la pièce n'a dit un mot. C'était le plus beau silence que j'ai jamais entendu. Voici ce que la famille Vauquelin ne savait pas, assise dans cette chambre d'hôpital à essayer de garder contenance. 6 semaines plus tôt, j'étais entré dans le cabinet de maître Thibaut Bertrand avec un dossier. Dans ce dossier, il y avait les éléments suivants, une photographie datée de l'hématome à l'avant-bras suite à l'incident du déjeuner, 3 captures d'écran de messages de Benoît, chacun progressivement plus menaçant, chacun soigneusement conservé avec ses métadonnées. Un compte rendu écrit de l'incident du football à Noël, signé et daté par mes soins le soir même, et une note manuscrite parce que je suis méticuleux, documentant chaque instance antérieure d'agression physique remontant à 4 ans. Thibaut avait examiné le dossier lentement. Puis il avait levé les yeux vers moi et dit, « Monsieur Morel, qu'attendez-vous exactement ?» Je lui ai répondu que je ne savais pas précisément, mais que je voulais être prêt. Il m'a dit que j'étais déjà plus préparé que 90% des clients qui franchissaient sa porte après un drame. Puis il m'a dit de continuer à documenter, m'a donné son numéro direct, et m'a facturé 2 heures de consultation. Cela valait chaque centime. Ce que même Vincent ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'était l'élément supplémentaire que j'avais placé à la fin du dossier, une impression. Un nom, une adresse dans le quartier de Gerlande. Un homme nommé Gaëtan Provost. Gaëtan Provost avait été le voisin de Benoît Vauquelin 2 ans plus tôt. Gaëtan et Benoît avaient eu un différend, dont j'avais reconstitué les détails grâce à une connaissance commune, un dossier judiciaire qui avait été classé, et une conversation très informative lors d'une fête de quartier où j'avais assisté avec Sandrine 3 ans plus tôt. Quand Gaëtan m'avait pris à part et dit calmement, « Entre nous, méfie-toi de ton beau-frère, il m'a envoyé aux urgences, la famille m'a mis la pression pour que je retire ma plainte, je regrette d'être resté silencieux depuis lors. » J'avais noté cela aussi. Maître Bertrand a retrouvé Gaëtan Provost en 48 heures. Gaëtan Provost, s'est-il avéré, attendait une raison pour arrêter de se taire. Sa déposition attendait dans le bureau de Thibaut avant même que Benoît n'arrive au commissariat. Benoît s'est rendu à sa convocation le samedi après-midi, pensant que c'était une formalité, le genre de choses que les grands hommes bruyants et sur 2 pensent n'arrivaient qu'aux autres. Il est entré avec son sourire narquois toujours en place. Le sourire n'a pas survécu à l'entretien. Ce serait la dernière fois que Benoît Vauquelin sourirait avant très longtemps. Sandrine est revenue à l'hôpital ce soir-là, seule. Elle est restée assise à côté de mon lit pendant un long moment sans rien dire. Je l'ai laissée s'installer dans le silence parce que je sentais qu'elle préparait quelque chose et je voulais entendre ce que c'était. Finalement, elle l'a dit. 7 mots, calme, presque un murmure. Je savais qu'il en était capable. 7 mots, sans excuse, sans explication sur pourquoi elle n'avait rien dit, ni avant la fête, ni pendant, ni quand j'étais au sol, juste l'aveu offert maintenant qu'il était trop tard pour que ce soit autre chose qu'une confession. Je l'ai regardé longuement. Je sais, ai-je dit, et je le savais aussi.
J'avais juste espéré me tromper. Je ne me trompe pas sur beaucoup de choses. Je veux être clair sur un point. Je ne suis pas une personne vindicative par nature. Je suis un ingénieur en génie civil de Lyon qui conduit un véhicule utilitaire raisonnable, qui fait des barbecues le week-end et qui a passé un jour 4 heures à aider un voisin à retrouver son chat perdu. Je ne passe pas mes nuits à rêver de vengeance. Je n'ai pas une once de mélodrame en moi. Mais je suis méthodique, et quand un système présente un défaut fondamental, un mur porteur qui n'a jamais été construit correctement, une fondation qui a été coulée de travers dès le départ, on ne répare pas avec un pansement. On ne fait pas semblant que ce n'est pas là. On documente proprement. On fait appel aux bonnes personnes, et ensuite on laisse la physique faire son travail. La physique, dans ce cas précis, a pris environ 11 jours. Laissez-moi vous raconter comment cela s'est passé pour tout le monde. Benoît a été officiellement mis en examen le lundi matin pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. Les charges comportent une peine de prison ferme que l'avocat de Benoît a immédiatement essayé de négocier à la baisse, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la solidité de notre dossier. Il a été présenté au juge le mardi. Le journal Le Progrès en a fait un bref article, juste un paragraphe, enterré dans la rubrique des faits divers locaux. Mais Internet n'oublie rien, et plusieurs personnes qui connaissaient Benoît depuis ses années de rugby ont apparemment trouvé l'information très facile à partager. Le club de rugby où Benoît entraînait l'a appelé le mercredi. Il a été mis à pied à titre conservatoire en attendant l'issue de l'affaire. Le communiqué officiel utilisait l'expression engagement pour la sécurité de nos jeunes sportifs à 2 reprises. J'ai apprécié l'ironie. Son contrôle judiciaire lui interdisait tout contact avec moi, avec Marc-Antoine Lefebvre, et de se rendre à tout rassemblement familial où je pourrais être présent, ce qui signifiait, entre autres, que Benoît Vauquelin était légalement interdit d'assister aux événements de la famille Vauquelin. Je veux que vous compreniez que je n'ai pas orchestré cela spécifiquement, mais j'avoue que j'ai savouré cela spécifiquement. La déposition de Gaëtan Provost, l'agression précédente, désormais versée au dossier, a fait passer cet acte d'un incident isolé à un comportement habituel documenté. L'avocat de Benoît est devenu très silencieux quand cela a été évoqué. Le genre de silence des avocats quand ils réalisent que ce que leur client leur a raconté n'était pas toute la vérité. L'action au civil que j'ai intentée contre Benoît personnellement était distincte de l'action pénale. Thibault l'a déposée un jeudi, et j'ai cru comprendre que Benoît a reçu les documents un vendredi, une semaine jour pour jour après que j'ai percuté le sol du balcon de Catherine. J'aime la symétrie. Léa, qui s'était tenue au-dessus de moi sur le sol de sa mère et m'avait accusé de gâcher son anniversaire alors que j'étais incapable de bouger, avait commis une erreur de jugement significative ce soir-là. Elle avait filmé une partie de la scène avec son téléphone, pas l'approche de Benoît, juste les conséquences. Moi au sol, Sandrine me disant de me relever, Marc-Antoine s'accroupissant à mes côtés. Elle avait filmé cela comme les gens filment des choses en soirée quand ils pensent que quelque chose d'embarrassant arrive à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, pour rire, pour le groupe WhatsApp. Cette vidéo de 17 secondes est devenue la pièce à conviction numéro 1. Elle est aussi devenue la pièce à conviction numéro 1 devant le tribunal de l'opinion publique quand elle a été légalement saisie et que, par des canaux dont je ne faisais pas partie et dont je ne peux pas parler, elle a fini par parvenir à des gens qui l'ont trouvée aussi éclairante que moi. La réaction n'a pas été tendre. La présence de Léa sur les réseaux sociaux, auparavant dédiés au mode de vie et aux photos d'anniversaire, y compris un selfie souriant posté à 23h14 le soir en question avec la légende meilleur anniversaire de ma vie, a subi un ajustement d'audience majeur. Je ne m'en suis pas voulu. Léa m'avait traité de bébé alors que j'étais paralysé sur le sol de sa mère, et elle en avait fait une vidéo pour son divertissement. Il y a un prix à payer pour cela. Le prix, dans son cas, a été la perte de plusieurs milliers d'abonnés et une section de commentaires qu'elle a finalement dû désactiver. Une affaire, honnêtement, compte tenu des circonstances. Catherine était une situation plus complexe. Elle ne m'avait pas poussé, elle ne m'avait pas filmé. Elle n'avait même rien dit de particulièrement affreux juste après. Elle s'était juste tenue près de la fenêtre, les bras croisés, et avait regardé, ce qui était peut-être pire. Mais Maître Bertrand est un homme minutieux. L'action civile nommait Catherine comme responsable civile au motif qu'elle avait sciemment accueilli un environnement où des agressions physiques antérieures avaient eu lieu et n'avait pris aucune mesure pour empêcher leur récurrence. Ce n'était pas exagéré. Il y avait des messages récupérés lors de la procédure de découverte avec une rigueur qui m'a impressionné moi-même, dans lesquels Catherine discutait du tempérament de Benoît, spécifiquement dans le contexte de ses interactions avec moi.
Dans un message envoyé à Sandrine 14 mois avant la fête, elle avait écrit « Assure-toi de séparer Julien et Benoît ce soir, tu sais comment Benoît peut devenir. Tu sais comment Benoît peut devenir. » Elle savait. Elle a organisé la fête quand même. Elle ne nous a pas séparés. Et maintenant, ses actifs étaient bloqués par les procédures civiles et son appartement, le Haussmannien près de Bellecour, le musée de sa propre importance, était en jeu. Aux dernières nouvelles, il était en vente. Je veux être honnête. Il y avait une partie de moi qui ressentait presque quelque chose pour Catherine Vauquelin. C'était une femme qui avait passé 20 ans dans cet appartement, élevant des enfants qui avaient, quelles que soient leurs autres qualités, apparemment hérité de sa tendance à sous-estimer les gens plus calmes qu'eux. Et maintenant, elle le vendait. Puis je me suis souvenu d'être allongé sur son balcon pendant qu'elle regardait avec ses bras croisés, et le presque sentiment a disparu. Celui-là est plus difficile à dire, pas parce que je suis toujours amoureux de Sandrine. Je ne le suis pas, et je pense avoir cessé de l'être vers la 3e année de la campagne de mépris soutenu de sa famille, bien que j'ai espéré que le mariage soit réparable jusqu'au moment où elle m'a dit de me relever, mais parce que 7 ans, c'est 7 ans. Et même les mauvaises structures laissent des traces sur le paysage quand elles s'effondrent. Sandrine s'était moquée du contrat de mariage en disant qu'il était inutile quand nous nous étions mariés. Elle l'avait dit avec ce sourire particulier, celui qui signifiait qu'elle pensait que c'était désuet et légèrement insultant que j'en parle. J'avais souri en retour sans rien dire. Le contrat de mariage avait été signé le jour même de notre passage à la mairie. Maître Thibaut Bertrand, vers qui j'avais été dirigé à l'origine par un collègue du groupe industriel Rhône-Alpes 4 ans plus tôt pour une affaire sans rapport, l'avait rédigé. C'était complet. C'était sans ambiguïté. Il avait été signé par nous deux en présence de 2 témoins et d'un notaire. L'avocat de Sandrine l'a qualifié de chirurgical. On m'a dit qu'il avait dit cela avec le ton légèrement vaincu de quelqu'un qui a trouvé que les fondations de l'autre partie étaient porteuses à tous les bons endroits. Elle est repartie de notre mariage avec ce qu'elle y avait apporté, rien de plus. Avant que le divorce ne soit prononcé, elle est venue me voir une fois au centre de rééducation. J'étais en séance de kiné, apprenant lentement, obstinément, à me réapproprier mes propres jambes. Elle s'est assise dans l'espace visiteur et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas l'inquiétude feinte de l'hôpital, pas la compassion forcée de la période de mise en examen, quelque chose de plus honnête. J'aurais dû te parler, a-t-elle dit, à propos de Benoît il y a longtemps. Tu aurais dû, ai-je acquiescé. Je pensais que si je maintenais la paix. Tu as maintenu sa paix, Sandrine, pas la mienne. Elle n'a pas eu de réponse. Nous sommes restés assis là un moment, puis elle est partie, je suis retourné à ma rééducation, et ce fut notre dernière vraie conversation. 8 semaines plus tard, je suis sorti du centre de rééducation un mardi matin à la fin de l'automne, sous un ciel qui ne savait pas s'il allait être gris ou bleu, et qui a fini par choisir les deux. Je suis sorti par mes propres moyens, lentement, avec une canne dont je comptais me débarrasser avant Noël, mais par mes propres moyens. Vincent attendait près de sa voiture sur le parking. Il avait 2 cafés. C'est un homme fiable de ce point de vue. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. Comme un homme qui vient de sortir d'un centre de rééducation par ses propres moyens. Bonne réponse. Thibaut Bertrand était là aussi, ce qui m'a surpris. Il se tenait légèrement sur le côté avec une mallette en cuir et l'expression d'un homme qui a quelque chose à remettre à quelqu'un. Il m'a tendu une enveloppe. Benoît Vauquelin a accepté le plaidé coupable, a-t-il dit. 22 mois, dont une partie avec sursis probatoire, obligation de soins pour la gestion de la colère, et 3 ans de mise à l'épreuve après sa libération. La déposition de Gaëtan Provost a été l'élément qui a tout verrouillé. J'ai hoché la tête. L'accord civil de Catherine et Benoît est là-dedans aussi. Cela couvre tes frais médicaux, la rééducation, la perte de revenus et, il s'est arrêté de la façon dont les avocats s'arrêtent avant d'annoncer un chiffre, les dommages et intérêts. J'ai regardé l'enveloppe. Est-ce que c'est assez pour que ce soit gênant pour eux, ai-je demandé. Thibaut a presque souri. Très gênant. Vincent m'a ramené vers mon nouveau quartier. J'avais vendu la maison, notre maison, la mienne et celle de Sandrine, pendant les procédures, et j'avais trouvé un endroit plus petit, un appartement calme et lumineux de l'autre côté de la ville, avec une belle lumière le matin et aucun souvenir dans les murs. Je commençais à m'y plaire. Ce soir-là, je me suis assis dans ma voiture sur le parking du groupe industriel Rhône-Alpes, que je n'avais pas visité depuis le vendredi précédent la fête.
J'étais en congé maladie, le genre de congé où les gens envoient des mails maladroits de bon rétablissement et ne savent pas quoi dire d'autre. Je reprenais le travail lundi. J'étais prêt. Je suis resté là dans le calme et j'ai regardé le bâtiment pendant un moment, appréciant simplement sa géométrie familière, la façon dont la lumière de fin d'après-midi frappait la façade en verre. Structurel, solide, toujours debout. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un message, court. Je l'ai lu, puis je l'ai relu. Puis, pour la première fois en 8 semaines, j'ai souri, vraiment souri, de ce genre de sourire qui commence quelque part derrière le sternum et qui se propage avant que l'on puisse l'arrêter.